Guylaine Marcilly, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes hydrologue et professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Oui. Alors en juillet dernier, le ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, présentait le plan national d'adaptation au changement climatique, soit 230 mesures pour anticiper les conséquences du réchauffement. Et concernant les ressources en eau, le texte table sur un déficit d'eau de 2 milliards de mètres cubes d'ici l'horizon 2050, ce qui conduit la ministre à préconiser une réduction de la consommation de 20% d'ici 2020. Selon vous, en tant qu'hydrologue, de quelle manière le réchauffement climatique va-t-il affecter les ressources en eau en France? Ce que je voudrais dire, c'est d'abord que le changement climatique est aujourd'hui quelque chose que tout le monde admet à peu près. Il n'y a que quelques irréductibles qui n'ont rien compris, qui pensent qu'il n'y a pas de changement climatique et les causes du changement, c'est l'émission de gaz à effet de serre. Ceci est très bien dit dans le rapport de la ministre, donc ça c'est acquis. Les conséquences du changement climatique va être pour l'essentiel d'abord une augmentation de température. Et ça, les modèles qui permettent d'évaluer les conséquences du changement climatique le prédisent assez bien. On a à peu près, jusqu'à 2050, 2100, avec des incertitudes en fonction des scénarios d'émission, on sait à peu près calculer les températures. Pour les précipitations, c'est beaucoup plus difficile. Donc aujourd'hui, dire en 2050 il va nous manquer tant d'eau et à quel endroit, on peut faire des prévisions. Tous les modélisateurs disent attention, nos modèles sont encore très imparfaits, c'est probablement dans ce sens-là que ça va. Être plus précis aujourd'hui et anticiper ce que nous pourrons peut-être faire dans 10-15 ans quand les modèles seront meilleurs. C'est un problème sérieux. La France se trouve dans la zone où vraisemblablement les précipitations vont baisser, alors que plus au nord, dans l'Europe du Nord, elles vont augmenter, et plus au sud, dans les pays du Sahel, elles vont très certainement diminuer. Nous, on est dans la zone de transition, donc c'est assez incertain. Est-ce que les signes de ce réchauffement sont déjà visibles aujourd'hui? Si nous en croyons nos amis espagnols et grecs, même italiens, ils disent que oui. Ils voient des diminutions en une vingtaine d'années des précipitations qu'ils chiffrent à, mettons, 5-10%. Dans le sud de la France, ou en France en général, c'est beaucoup moins clair. Il y a des années plus sèches, bien sûr, il y a des années plus humides. Il n'y a pas pour l'instant de signe net et clair que les précipitations diminuent sur le territoire français. En revanche, si on va beaucoup plus au sud encore, au Sahel, ou même jusque dans la corne de l'Afrique, là nous savons qu'il y a effectivement des déficits importants de précipitations qu'on peut probablement affecter au changement climatique. Mais en France, les choses sont moins claires. En France, c'est pas évident que l'on voit dès aujourd'hui quelque chose. Est-ce que globalement, la France a un problème d'eau aujourd'hui? Dans les années moyennes, je dirais qu'il n'y a pas de problème d'eau en France. Il existe des années sèches, ça a toujours été le cas depuis l'Antiquité. Rappelez-vous la Bible et les années de vaches grasses, les années de vaches maigres. En année sèche, la France peut avoir des difficultés, et la principale année sèche dans les récents passés, c'est 1976, ou des années un peu plus récentes. Alors, la sécheresse, elle peut se produire à deux saisons opposées. La première, c'est ce qu'on appelle la sécheresse hydrologique, c'est quand les pluies ne tombent pas en hiver. À ce moment-là, les nappes ne se remplissent pas, les barrages ne se remplissent pas, et quand on arrive à l'été, on n'a plus d'eau dans les réseaux hydrographiques, dans les rivières, les nappes sont très basses, les sources se tarissent, etc. Puis vous avez un autre type de sécheresse, qu'on appelle la sécheresse agricole ou édaphique, qui se produit quand il ne pleut pas à partir du printemps. Là, si il a bien plu pendant l'hiver, les nappes sont rechargées, et donc on a des ressources en eau raisonnables, et on ne manque pas d'eau pour boire, pour le refroidissement, pour les usages agricoles, etc., d'irrigation. En revanche, la végétation souffre. Et donc là, on peut avoir des pertes importantes de végétation. C'est ce qui s'est un peu produit au début de cette année. Au printemps, il a très peu plu, et on a eu des prairies qui se sont complètement asséchées, donc on avait peur de ne pas pouvoir nourrir le bétail. C'était ce type de sécheresse, alors que les nappes étaient pleines. Donc ça frappe surtout les régions dans lesquelles on n'irrigue pas, ou les agricultures, ou les milieux naturels que l'on n'irrigue pas. Alors ça se produit de temps en temps. Il faut voir que la France est très inégalement répartie en ressources en eau. Les ressources en eau varient beaucoup avec l'altitude. S'il pleut par exemple 6 ou 700 mm d'eau à Paris, si on monte à 2000 mètres, il tombe le double. Si on monte à 4000 mètres, il tombe encore le double. Donc chaque fois qu'on monte de 2000 mètres, ça double. Donc les grandes réserves en eau pour la population, c'est les montagnes, ce qu'on appelle les grands châteaux d'eau. Alors les grands châteaux d'eau, nous en avons 3. Un très grand, c'est les Alpes. Et tout autour des Alpes,
on ne manquera jamais d'eau. C'est énorme, c'est un château d'eau fantastique. Le Rhône débite en été 700 mètres cubes secondes alors que la Seine est à sec. Pourquoi? Parce que les glaces fondent en été et c'est là qu'on a de l'eau. Le plus grand barrage d'Europe a été construit sur la Durance, c'est Serre-Ponçon, et il a des capacités de stockage énormes. Et tout le sud-est ne manquera jamais d'eau si on construit éventuellement les tuyaux pour amener l'eau là où on en a besoin. Donc là, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le deuxième château d'eau, c'est les Pyrénées. Mais les Pyrénées sont beaucoup plus basses. Et donc cet effet château d'eau joue. Il n'y a pas de glace permanente dans les Pyrénées. Donc le sud-ouest est beaucoup plus fragile et menacé en cas de changement climatique, a des déficits en eau. Pour l'instant, l'essentiel de l'eau des Pyrénées sert à irriguer le Maxis. On le stocke dans des barrages et il fait deux choses. Il permet d'alimenter des centrales hydroélectriques, de refroidir des centrales thermiques et de faire du maïs. Alors évidemment, si ça vient à diminuer, on peut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de toujours faire tant de maïs, hein? On peut quand même ajuster la consommation d'eau en fonction de l'offre et en fonction des usages que l'on veut privilégier. Le troisième château d'eau, c'est le Massif central, mais lui, il n'est pas très haut. Donc il y a un peu plus d'eau qu'ailleurs. Cette eau s'écoule essentiellement vers les Charentes, vers la côte atlantique. Et là, on est, je dirais, dans des zones beaucoup plus fragiles. Le nord de la France aussi. Le nord de la France, la région parisienne, on n'a aucune réserve, hein, on n'a pas d'eau. Et si nous avons de l'eau en suffisance en été à Paris, c'est parce que depuis 1910, pour faire clair, on a voulu construire des barrages pour se protéger de la crue de 1910, dont vous vous souvenez. On a mis 40 ans à construire le premier barrage, hein, parce qu'il y a eu une petite crue dans les années 50 qu'on s'est réveillé. Mais ces barrages se sont révélés extrêmement importants pour stocker de l'eau en hiver et alimenter Paris en eau en été. Et si nous n'avions pas ces trois grands barrages, qui sont le barrage Aube, le barrage Marne et le barrage Seine, qui stockent des quantités que l'on prélève uniquement en hiver, eh bien, on serait dès aujourd'hui en déficit dramatique en été à Paris. Donc vous voyez, quand on sait que les pluies vont diminuer en été, par exemple, on peut très bien, pour les besoins importants comme l'alimentation des populations, les usages thermiques, les usages industriels, on peut très bien prendre des mesures de précaution et construire des aménagements pour pouvoir stocker l'eau d'hiver quand on en aura besoin en été. Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire transiter l'eau d'un bassin vers un autre, par exemple? Je vous ai parlé du débit important du Rhône en été en particulier. Vous savez qu'il y a eu, il y a quelques années, un projet d'amener l'eau du Rhône à Barcelone par un canal qui aurait traversé les plaines françaises et puis les Pyrénées probablement par un tunnel. Et on devait arriver à peu près à 15-20 mètres cubes secondes pour arriver à Barcelone. C'était faisable. On l'a dimensionné, on en a chiffré le coût. Les Espagnols étaient favorables, les Français l'étaient moins, l'Europe poussait beaucoup. Finalement, ça ne s'est pas fait, essentiellement pour des raisons économiques. Ça coûtait cher et surtout, ça consommait encore pas mal d'énergie une fois que le canal était construit pour faire avancer l'eau par des pompes depuis Arles jusqu'à Barcelone. Alors, on peut le faire en Espagne, on pourrait le faire en France. Vous savez qu'au temps du préfet Haussmann, il avait été prévu d'alimenter Paris en eau. L'eau de la Seine était de qualité déplorable. Et qu'un des projets, ça avait été d'aller chercher de l'eau dans le lac Léman. Au XIXe siècle, on creusait les tranchées à la pelle, hein, il n'y avait pas de machine. Et malgré cela, c'était considéré comme faisable. Donc ce qui était faisable au XIXe siècle, on pourrait le faire aujourd'hui. Alors évidemment, on pourrait envisager de transférer de l'eau des Alpes, pourquoi pas pour alimenter toute la France. Mais d'abord, ça va coûter très cher. D'autre part, il y a peut-être des solutions plus locales et moins onéreuses que l'on pourrait faire. Par exemple, pour Paris, augmenter la capacité de stockage dans des barrages en amont de Paris, sur la Seine, la Marne ou l'Aube, ou l'Yonne. Peut-être que pour le sud-ouest, on pourrait quand même construire quelques retenues, modifier la répartition des eaux entre ce qui va vers la Méditerranée et ce qui va vers l'Atlantique, etc. Donc il y a d'autres solutions que l'on pourrait imaginer avant de dire qu'on va alimenter toute la France à partir d'un seul château d'eau. Quels sont les premiers consommateurs d'eau en France? C'est la population, c'est l'agriculture, c'est quoi? Il faut être précis. Si je prends toute l'eau qui arrive sur la France, c'est-à-dire l'eau de pluie, et aussi l'eau qui vient de la pluie, mais qui s'écoule dans les rivières et qui arrive dans les nappes. À ce moment-là, si on prend toute l'eau de pluie, le principal consommateur, c'est l'agriculture pluviale. C'est 90% de l'eau que consomment les Français, c'est celle-là. Les consommateurs ensuite se divisent à ce qu'on appelle l'eau prélevée, c'est-à-dire celle qu'on va pomper dans une rivière, dans un barrage, dans une nappe, etc. Et à ce moment-là, on a trois gros consommateurs qui sont l'irrigation,
de nouveau l'agriculture, l'industrie, et puis le milieu urbain, c'est-à-dire l'eau domestique. Hein. À peu de choses près, c'est de l'ordre de grandeur similaire. Ceci étant, ces usages de l'eau domestique, en fait, on ne la consomme pas. Si vous vous lavez les mains à votre lavabo, elle se retrouve à l'égout, elle est traitée dans une station d'épuration et elle retourne dans la rivière. Donc on va la revoir un peu plus loin. À Paris, nous, l'eau qui vient de la Seine, elle a déjà été bue par les gens qui habitent Troyes, qui habitent Melun, qui habitent Fontainebleau, ils l'ont pris comme je dis, ils l'ont utilisée, et nous la rebuvons. Donc si vous voulez, il ne faut pas cumuler tous les prélèvements, on peut très bien réutiliser l'eau tout au long de son transfert dans le milieu naturel. Pas l'eau agricole. L'eau agricole, quand on la met sur les champs, elle s'évapore et elle a disparu. Donc les gros consommateurs, c'est quand même l'eau agricole, et les petits consommateurs, c'est les centrales. Les centrales, ça consomme très peu d'eau. Hein. C'est toujours pareil, ça refroidit, mais ensuite elle est rejetée. Donc les gros consommateurs, c'est toujours l'agriculture. Est-ce qu'il faut distinguer l'eau potable de l'eau dans son ensemble, ou est-ce que c'est un faux problème, ça? Écoutez, si les ressources en eau, c'est-à-dire les rivières, les nappes, ne sont pas trop dégradées dans leur qualité par la pollution, on peut faire de l'eau potable avec à peu près n'importe quoi. Hein. On sait traiter et enlever les éléments toxiques. Il ne faut pas oublier qu'un des gros consommateurs d'eau, c'est les systèmes naturels, les écosystèmes, les zones humides, les zones riveraines, les forêts, etc. Et il ne faut pas que non plus que la qualité de cette eau qu'on donne au milieu naturel soit trop détériorée pour qu'ils en souffrent. Par exemple, si on a des eaux trop riches en nitrates, certaines plantes naturelles ne peuvent plus les consommer. Donc, si vous voulez, la qualité de l'eau, elle doit être conservée pour les besoins de l'eau potable, bien sûr, mais aussi pour les besoins des écosystèmes, de l'agriculture, etc. Alors, dans ce cadre-là, la Commission européenne a édicté une directive qu'on appelle la directive cadre de 2000, qui impose à tous les États membres de restaurer la qualité des eaux en Europe, avec une première échéance en 2015, ensuite en 2021 et puis en 2027 ou 28. Donc on est parti sur une bonne approche des problèmes de l'eau, qui est de dire, attention les enfants, ça suffit de gaspiller et surtout de polluer les eaux, il faut restaurer la qualité des eaux sur l'ensemble du réseau hydrographique et des nappes de France. Alors ça prendra du temps, c'est difficile, ça coûtera cher, enfin on est parti pour faire ça, et pour préserver la qualité de l'eau pour tout le monde. Au final, qu'est-ce qu'on peut penser des mesures qui sont proposées dans ce plan national d'action? Écoutez, moi j'étais content de voir ce plan parce que on sait qu'en changement climatique, je vous ai dit que les effets sur les précipitations sont les plus incertains, mais en revanche, c'est aussi ceux qui ont le plus d'effets sur l'homme. Si on n'a pas d'eau, on est mal barré. Donc je suis heureux de voir que la ministre a édicté un plan pour s'intéresser à ce sujet. Les mesures proposées sont pour beaucoup, mettons en place des observatoires, regardons ce qui se passe, est-ce que ça change, est-ce que ça ne change pas, à quel endroit ça change, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc il y a beaucoup, je dirais, de prudence, d'observation là-dedans. Les mesures phares proposées dès aujourd'hui sont un peu modestes quand même. C'est essentiellement économiser l'eau et récupérer de l'eau de pluie. Sur récupérer de l'eau de pluie, je suis un peu sceptique. Je pense que c'est peut-être... Bon, il y a des façons de le faire. Les barrages, c'est récupérer de l'eau de pluie. Mais que chaque ville aille mettre des captages d'eau sur ses toitures pour récupérer l'eau, bon, ça se discute, je suis un peu réservé. Mais les économies d'eau dont elle parle, ça c'est raisonnable. Hein. On peut, quand les ressources en eau diminuent, il faut apprendre à être économe, à ne pas gaspiller. En revanche, en hiver, quand il y a de l'eau partout, économiser l'eau, ça n'a aucun sens. Je me rappelle, j'ai donné un cours, une petite conférence à des étudiants de la ville d'Avignon au lycée. Ils me disent, monsieur, est-ce qu'il faut économiser l'eau? Alors, je n'avais pas prévu la question, et ils étaient... Avignon prend son eau dans le Rhône, presque, avec des aquifères. 700 mètres cubes seconde en plein été. Il n'y a aucun problème d'eau à Avignon. Alors, j'allais dire quoi à ces enfants? J'aurais dit, écoutez, là, il y a de l'eau, lavez-vous. C'est pas la peine de se prendre une douche sur deux pour essayer de sauver l'eau et d'amener de l'eau en Afrique. Ça ne marchera pas. Maintenant, quand vous allez voir vos grands-parents qui habitent dans les Hautes-Alpes où il n'y a pas une goutte d'eau, oui, vous faites attention. Donc il faut faire attention à l'eau, là où elle manque ou quand elle est rare. Mais dire il faut économiser l'eau, par moments c'est absurde. Guylaine Marcilly, merci. Merci beaucoup.